des oppresseurs du côté des ennemis de l'humanité. Vous avez convoqué pasteurs, imams, surdiplômés, docteurs en doctorat, professeurs en professorat. Vous avez convoqué les chefferies traditionnelles, les chefs traditionnels, bref, tout ce que nous avons comme sages. Vous demandez où est-ce qu'ils sont. J'allais vous provoquer en vous disant, vous croyez qu'ils devaient être où? Pour ce qui me concerne, c'est le contraire qui m'aurait surpris. Si vous avez la mémoire de la trajectoire historique d'une bonne partie de ce qu'on appelle l'intelligence africaine, pour ne pas dire mondiale. Quand vous avez analysé l'histoire de l'Afrique, vous avez analysé l'histoire du Cameroun, des pays africains, pris chacun intrinsèquement, la question que vous nous mettez sur la table ce matin, la réponse coule de source. Hein. La plupart ont toujours été des serviteurs organiques des ennemis de l'Afrique. Monsieur Ngos, c'est une tradition qui est pratiquement installée dans le continent africain depuis l'esclavage, en passant par la colonisation, le néocolonialisme et l'impérialisme global, transhumain, n'est-ce pas, qu'on est en train de nous imposer aujourd'hui, monsieur Ngos. Rapidement, définissons très rapidement l'intellectuel, en se démarquant des définitions académiques et très diplomisé, M. Ngos, un intellectuel dans une société, c'est quelqu'un qui a pour épouse les bonnes causes, les causes justes. C'est-à-dire, il est marié à une cause juste. Il y consacre sa vie, et par cette alliance, n'est-ce pas, cet attachement à la cause juste, n'est-ce pas, il éclaire la société. Il dégage l'horizon de la société. Il rassure la société et ceux qui y habitent, parce qu'il produit des références. Il produit des repères essentiels, puissants, par sa propre vie et par sa puissance intellectuelle qui lui permettent, n'est-ce pas, d'amener la société à s'élever vers les choses de plus en plus spirituelles, parce que l'intellectuel a pour outil de travail l'esprit, produit les œuvres de l'esprit. C'est pas qu'il est coupé du manuel, mais il produit, c'est ça l'intellectuel. Il est dans une fonction sociale qui lui permet, n'est-ce pas, d'avoir cette position-là. Donc, c'est ça l'intellectuel, M. Ngos. Ça n'a rien à voir, on ne va pas répéter ce que tout le monde sait, ça n'a rien à voir avec l'accumulation des papiers qu'on a appelés diplômes. Oui. Voilà, dans nos pays, parce que les faits sont là. Si l'accumulation des papiers faisait de vous un intellectuel, je crois que personne ne serait en train de se plaindre ici. Cette émission n'aurait pas de sens. Donc, il y a, n'est-ce pas, il faut d'abord définir cette fonction de l'intellectuel. Chaque société, à un moment donné, à un moment X, dégage les bonnes causes et les mauvaises causes. Chaque société, à un moment X, vous dit que voici ce qui est bien, voici ce qui n'est pas bien. Distingue le juste et l'injuste. L'intellectuel, le vrai, c'est celui qui est du côté de la justice, des belles choses, du beau, du bon, et qui refuse le laid, qui refuse ce qui est injuste, ce qui est affreux, et qui est prêt, et c'est ça qu'il était, M. Ngos, qui est prêt à donner sa vie pour ça. Dans la civilisation occidentale, Socrate incarne ça. Il ne faut pas se mettre un grand philosophe, il faut être prêt à donner ta vie pour ce qui va au-delà de ta philosophie, la cause juste de la société. Prêt à donner sa vie. C'est pas ça aussi qu'on voit, n'est-ce pas, l'intellectuel. C'est là où il produit, il féconde, n'est-ce pas, l'élévation de la société. Alors, en Afrique, particulièrement, comme je l'ai dit il y a longtemps qu'on a perdu ça. Parce que l'esclavage et la colonisation a rayé complètement les repères essentiels qui produisent dans une société la figure de l'intellectuel. Et on nous a fait croire que c'est l'école qui produit l'intellectuel. C'est faux. Voilà d'abord la première déconstruction structurelle, n'est-ce pas, de la société et de la matrice qui produit l'intellectuel. Ce n'est pas l'école qui produit l'intellectuel, c'est la vie sociale qui dégage l'intellectuel. Que quelqu'un qui est allé à l'école devienne intellectuel, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais croire que l'intellectuel, c'est celui qui sort d'une académie, d'une université, il faut d'abord le premier piège dans lequel on nous a pris. Et ça, c'est le colon esclavagiste qui ont fait ça. Donc, ils ont d'abord détruit ce cadre, cette base paradigmatique, n'est-ce pas, qui permet à une société de produire ce qu'on appelle l'intellectuel. Donc, chez nous, nous n'avons plus la capacité d'en produire, il faut être honnête. Donc, ce qui émerge, c'est le miracle de l'histoire. Ce qui émerge. Donc, on ne produit plus parce qu'on a déplacé la matrice. Alors, à partir du moment où le colon, l'esclavagiste, vient avec son projet et qu'il a détruit, n'est-ce pas, la matrice qui permet de produire dans une société les intellectuels, il a remplacé par les diplômés. Il a remplacé par ce que lui désigne comme étant intellectuel.
C'est-à-dire quelqu'un à qui on l'autorise que tu deviens intellectuel. Tu as une autorisation qui est cachée, qui a le diplôme. J'ai fini l'université, j'ai fini mes cycles universitaires, je suis autorisé à agir comme intellectuel. Or, c'est parce qu'on n'autorise pas. On n'autorise pas l'intellectuel. Il dégage, il émerge. Parce que c'est une nécessité. Les défis de la société font qu'il émerge. Et il a une réponse. Et il incarne la société dans sa tentative de dépasser les défis. On ne l'autorise pas. Vous voyez, chez nous, on distribue. Il y a c'est comme il y a une industrie qui produit à l'appel des gens qu'on nomme intellectuels. Et ils sont étrangers, bizarrement, à plus le grand cours de l'Afrique. C'est ça, ils sont étrangers. Qu'ils soient des cardinaux, parce que l'Église, les religions produisent des intellectuels. Les structures religieuses produisent des gens lettrés. Donc, ils sont censés être bien partis pour être intellectuels. Qu'ils soient des cardinaux, des prêtres, qu'ils soient dans ce qu'on appelle société civile, des grands diplômés, tout ce que vous voulez, ils ne peuvent pas, ils refusent d'embrasser les combats parce que ça a des risques énormes. Ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont d'essentiel pour eux. Ils préfèrent le confort de la trahison. Ils préfèrent le confort de la compromission parce que la compromission garantit une carrière. M. Ngos. Or, un intellectuel ne fait pas carrière. Un intellectuel renonce à une carrière. Regardez les vrais intellectuels, ils ont renoncé à des carrières. Vous prenez les intellectuels africains avant Socrate, depuis en Afrique, vous allez voir. Les philosophes africains, tous ces gens, quand il a fallu défendre les grandes causes, ils ont renoncé à la carrière. C'est-à-dire qu'ils étaient en mesure de vivre comme Jean-Baptiste, permettez-moi si je prends la référence dans la Bible, vivre au désert, se nourrir autrement, s'habiller autrement, c'est-à-dire choisir les chantiers, les sentiers sinueux et risqués. Mais c'est ça qui les distingue les élèves. C'est ça qui les élève. Et c'est des gens qui renoncent à l'accumulation financière. C'est-à-dire qu'entre l'amour de l'argent et l'amour de la cause noble, ils font le choix qui est clair. Donc s'ils sont pauvres, ça les rend heureux. Ça les élève. Je ne fais pas l'apologie de la pauvreté matérielle, mais l'intellectuel, c'est clair. Entre l'argent et l'élévation intellectuelle, son choix est fait. Hein. Son choix est fait. C'est là où il puise sa force pour mener les combats, M. Ngos. Donc, vous voyez, ce démantèlement des structures qui produisent l'intellectuel en Afrique aboutit à ce que vous avez aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous n'avons plus une élite capable de débattre avec les ennemis de l'humanité. Où sont nos élites? Ils ne sont pas capables de débattre avec eux. Moi, j'ai vu ici le cardinal Toumi, il a fait des marches contre l'homosexualité. Mais on s'attendait qu'il serait en première ligne dans ce débat. Par exemple, pour nous éclairer, il en a les capacités, il est même philosophe de formation. Hein? Je ne prends pas lui, je dis c'est un exemple pour que les gens comprennent. Mais il est où? Où sont-ils pour faire le débat? Pour démontrer aux transhumains que leur projet est diabolique et nul. Pour démontrer aux gens que l'homosexualité n'a aucune justification morale, intellectuelle et même scientifique. Pour démontrer aux gens que le transgenre, c'est de la folie. Pour démontrer aux gens que tout le discours progressiste, ce retournement du sens du progrès par les Soros, qu'on réduit aujourd'hui à toute cette sauvagerie, cette barbarie, cette laideur, cette saleté, n'ont aucun fondement. C'est l'intelligence qui doit mener ces débats. Où sont les intellectuels africains pour démontrer que le FMI n'est pas une structure économique, c'est une structure de guerre qui détruit les pays africains. Et qu'on ne peut pas avoir pour référence le FMI matin, midi, soir. Où sont-ils? Où sont-ils pour démontrer que les Africains peuvent très bien gérer la monnaie mieux que les Occidentaux? Rappeler que la monnaie a été créée en Afrique et que nous, on gérait les monnaies si longtemps avant que les Occidentaux n'émergent à ce qu'on appelle la maîtrise de la monnaie. Ce sont des intellectuels. Où sont ces gens qui vont rappeler que l'Afrique est le berceau des mathématiques? Où sont-ils? Pas seulement rappeler, mais démontrer ça dans la confrontation intellectuelle, n'est-ce pas, avec les héros de cette pensée-là, de cette pensée diabolique qu'on est en train d'imposer. Donc, vous voyez très bien que la question à laquelle vous avez concouru ce matin est une question essentielle, M. Ngos. Je terminerai par l'appartenance des classes intellectuelles. Dans nos sociétés aujourd'hui, on a démantelé ce qu'on appelle la sociologie de classe, parce que ça n'arrange pas, n'est-ce pas, ceux qui ont ce projet. On peut croire que l'intellectuel, c'est quelqu'un qui est neutre. Il est neutre. Il obéit à la science, c'est-à-dire, il obéit à la technoscience. C'est-à-dire que dès qu'un idiot s'isole dans un laboratoire, il fait les folies avec les virus, on l'appelle savant. Et quand il parle, tout le monde se tait. Mais c'est pas possible. Mais regardez à quelle dérive on est arrivé. Un fou qui est dans un laboratoire, il n'est pas un savant. Il fait la folie avec les virus, c'est son problème. Quand il sort de là, il se tait, il n'a rien à dire. C'est la société qui doit lui dire que ton affaire, si on admet ça ou pas. Et c'est les gens, ces intellectuels, qui prennent cette affaire-là en charge. Mais
Aujourd'hui, quelqu'un qui appartient à la technostructure a remplacé l'intellectuel. Il est un savant et vous vous taisez. Avec le Covid, on nous dit, c'est la science qui parle, que tout le monde se taise. Mais vous regardez les scientifiques, ils sont tous corrompus. Ils sont à genoux devant Bill Gates, un fou. Un fou. Bill Gates, c'est quel savant Bill Gates? Mais tous les savants sont à genoux devant lui. Vous voyez à quel niveau on est arrivé. Et en Afrique, personne ne parle. Personne ne dénonce ça. Vous voyez comment on nous impose un mensonge généralisé sur le Covid. On ment en plein jour, on tue les gens. Les États sont en train de s'écrouler, les gens meurent. Mais, et personne ne dit rien. Pour l'essentiel, on regarde. Parce qu'on n'a pas d'argument. Heureusement, sur le plateau de Libé ce matin, on en parle. Oui, bien dire. Nous, on en parle. Oui. Non, je ne peux pas faire de promotion nous-mêmes. Je refuse. Comme que je n'ai pas envie de faire notre propre promotion, mais le faire là, nous sommes ici. Ouais. On se distingue par ça. Donc, il y a l'appartenance de classe. Un intellectuel, il choisit de servir une classe sociale. La classe des dominants, ou bien la classe de ceux qui sont dominés. Il n'y a pas de ça n'existe pas la neutralité. Même la science n'est pas neutre. En tout cas, on est en train de le voir avec le Covid. Merci beaucoup, Président Badakali, pour cette première prise de parole. Paul est là.